Vous écoutez Un long chemin, Ibrahim, le coup des convictions. Seconde partie. Comme j'étais sur les publications que je faisais sur les réseaux aussi, mes interventions, mon engagement, mes photos que je publiais lors des manifestations, mes déclarations hostiles à l'égard du régime. Il y a tout ça qui m'a valu être suivi, poursuivi. On m'appelait, je recevais des messages de menaces. On était parti à Ouanidara faire une réunion de sensibilisation, de mobilisation, donner les directives, distribuer les tracts, les pancartes, préparer la manifestation. À la fin, quand on a fini, je rentrais et j'étais suivi par un pick-up, un Land Cruiser qui n'avait pas de matricule. Ils m'ont suivi. Je me suis dit que ceux-là sont venus pour moi. J'ai accéléré. Ils sont venus jusqu'à mon niveau me dire, m'intimer l'ordre de m'arrêter. Et là, j'ai foncé parce que j'ai compris qu'ils sont venus pour moi. Après le rond-point d'Anko 5, là, j'ai accéléré, mais il y avait une personne qui traversait la route. J'ai voulu l'éviter parce que j'étais à vive allure. Et voilà, avec la vitesse, j'ai pas pu maîtriser. Je suis venu me cogner à la devanture d'un camion remorque qui était à ma droite là. Là, ils sont arrivés, j'ai pas pu sortir avant parce qu'il y avait les airbags qui étaient sortis du véhicule. Ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la DPJ, là où ils appellent la direction de la police judiciaire. Ils m'ont interrogé, m'ont dit de dire, bien de rejoindre aussi leur camp, faire des propositions fantaisistes. Je leur ai dit que je ne suis pas intéressé. Ils disent que si toutefois je ne rejoins pas leur camp, c'est fini pour moi. Et en ce temps, dès qu'ils prenaient quelqu'un, il ne restait pas beaucoup de temps, même en cellule ni rien. Il était directement transféré dans un camp qu'on appelle Soronkoni. C'est un camp tristement célèbre parce que quiconque y rentre, presque fini. Personne n'en sort vivant le plus souvent. Ils m'ont dit que si toutefois je ne rejoins pas leur camp, c'est que c'est fini pour moi. J'ai dit je préfère que ce soit fini pour moi que de faire toute cette lutte que j'ai eu à faire et par finir rejoindre leur camp. J'ai dit non, je ne suis pas prêt à faire ça. Donc, ils m'ont envoyé à Hamdallah, à l'escadron de Hamdallah, gendarmerie. Ils m'ont mis à l'intérieur. Dans une salle, ils m'ont mis d'abord seul. Et par après, il y a 400 personnes qui sont venues avec des matraques, commencé à me cogner. Ils m'ont relâché un peu. Après, ils sont revenus avec une corde, m'ont suspendu les pieds et la tête en bas. Et quelques temps après, les oreilles ont commencé à bourdonner. Donc, ils m'ont relâché aussi. Ils m'ont dire qu'est-ce que j'en pense. Je renonce à mes convictions, je rejoins dans leur camp, ou bien je préfère qu'ils m'envoient à Soronkoni. Il y en a qui insultaient mon ethnie, qu'ils vont tous nous exterminer. Nous sommes des Somaliens, nous ne sommes pas des vrais Guinéens. De rentrer chez nous, insulter père et mère. Je ne pouvais pas même répondre. Donc, ça fut très brutal. Et ils ont aussi envoyé un long banc comme ça. Ils m'ont fait coucher. Ils ont envoyé un tissu qu'ils ont couvert ma bouche pour me noyer avec un bidon d'eau. Ils renversaient à tout moment. Je n'arrivais pas à bien respirer. Mais c'était difficile.
C'était très difficile, vraiment. Après ça, ils m'ont mis dans une cellule avec des gens, certains qui me connaissaient. Moi, je ne les connaissais pas, mais vu qu'on parlait de moi un peu partout, un peu par-ci, par-là, il y avait des gens qui me connaissaient. Donc, ça a permis d'avoir, en tout cas, du respect à l'intérieur de la cellule. On était nombreux, mais quand même, le chef de la cellule, quand on m'a vu, il a entendu parler de moi, il m'a donné une bonne place. J'étais protégé de ce côté-là. À l'intérieur, les gens m'avaient accordé du respect. Mais vis-à-vis des gendarmes et autres là, ils étaient vraiment très durs parce qu'ils m'ont vraiment sévèrement maltraité et tabassé. Parce qu'ils m'ont pris les 2 pieds, attachés en haut, la tête en bas. Ils ont commencé à tourner de gauche à droite. Vous voyez, maintenant, un temps après, il y a presque tout le sang qui remonte vers la tête. Et les oreilles qui bourdonnent, la vision qui se détériore. J'ai pas pu résister, j'ai crié, pleuré. Mais ils voulaient que je dise, bien signer un papier que je ne suis plus du FNDC, je ne vais plus participer à une manifestation, que je renonce, que je suis de leur côté. Non, je dis non, je ne ferai pas ça, je préfère mourir que de faire ça. On dit alors, ils vont me transférer à Soronconi. Je dis ici c'est ma destinée, tant mieux. Entre-temps, il y avait la famille qui avait commencé à faire des négociations. Ma famille d'abord est entrée en relation avec un gendarme qui travaillait à l'escadron de Hamdallah. Il leur a donné des indications, un montant qu'ils doivent payer. Après, ils m'ont dit qu'il lui a demandé 15 millions pour me sortir, pour m'aider à sortir. Parce que les mercredis soirs, ils faisaient les transferts de ceux qu'ils ont arrêtés lors des différentes manifestations pour Soronconi. Donc, c'est dans ça il a profité avec, je ne sais pas, 2 de ses amis en tout cas. Bon, le mercredi soir, il était vers 3 heures du matin comme ça, ils sont venus. Parce que quand ils font le transfert, ils coupent le courant, il n'y a pas de courant. Ils coupent tout, mettent tout dans l'obscurité totale. Et ceux qui viennent te chercher, tu ne peux pas les reconnaître, tu ne peux pas les même voir qui sont. Parfois, les gens se disent même que ce ne sont pas les Guinéens qui font ce transfert-là, tellement que les gens sont robustes, sont cagoulés. Tu verras rien d'eux et ils ne parlent pas. C'est comme des sourds-muets, quoi. Donc, ils viennent, ils te prennent. Voilà. Donc, entre-temps, lui, en connivence avec ses amis, ils m'ont pris. Quand ils viennent comme ça, en file, prennent les gens comme ça. C'est entre-temps, il m'a mis de côté. Il y a un de ses amis aussi qui m'a tiré comme s'il m'amenait quelque part, il y avait de l'obscurité. Moi-même, je ne m'attendais. Je savais qu'il m'envoyait pour m'éliminer, moi, quoi, directement. Il m'a pris, mis de côté. Après, il m'a fait faufiler avec lui, derrière des petites boutiques qui étaient à côté, là. Il m'a emmené vers les rails. Derrière, il y a un passage à niveau pour les rails. Donc, il y avait un véhicule. Des amis qui m'attendaient là-bas, ils m'ont pris directement ce soir même. Ils m'ont envoyé à la baie. Parce qu'ils avaient prévu, moi je n'étais pas informé. Ils m'ont envoyé directement, je suis à la baie, arrivé là-bas. Les parents, tout le monde était inquiet pour moi. Ils ont dit non, faut pas que je reste ici, sinon. C'est pas bon même pour eux. À travers moi, ils sont plus en sécurité. Que même eux, ils ont peur. Ils ont peur pour moi, ils ont peur pour eux. Mais maintenant, pour éviter ça, mieux vaut sortir du pays. Qu'on n'ait plus des nouvelles de moi. Comme ça, peut-être ils seront en paix et ça va passer.
Donc, je dis ok, pas de souci. Donc, ça, je suis parti. Vous savez, mon village natal, c'est une préfecture frontalière au Sénégal. Donc, je suis passé par là-bas, déguisé en femme. J'ai passé la frontière vers Kédougou. Arrivé à Kédougou, maintenant, j'ai pris le bus pour Dakar. Vous avez eu le temps de dire au revoir à votre famille? Non, non. Même à la maison, je n'ai pas pu arriver. Parce que je ne savais pas si toutefois, comme ils m'ont sorti de la prison, m'ont fait évader, s'il n'y a pas de communication pour dire de venir voir à la maison, de trucs de ce genre. Ils sont venus, on s'est vus en ville, à la baie, un coin très isolé, parce qu'ils les ont fait tourner à plusieurs reprises, être sûr qu'il n'y a personne qui les suit. C'est comme dans les films, je vous dis. On s'est vu, mon père a dit non, il ne faut pas que je reste ici, sinon je les mets tous en danger. Donc, je n'ai pas voulu prendre cette responsabilité, mettre tout le monde en danger à cause de moi. Je leur ai dit, j'aurais préféré rester en prison là-bas pour qu'ils soient tranquilles que de devoir abandonner tout. Il m'a dit non, non, non. Face à ça, il faut que je sorte parce que lui, il ne veut pas me perdre. Tout le monde ne veut pas me perdre. Lui? Mon papa, en ce temps, il était vivant. Il me dit que lui, il ne veut pas me perdre. Tout le monde ne veut pas me perdre. Je suis marié, j'ai des enfants. Comment est-ce qu'ils vont survivre? Lui, il est âgé. Et mon frère, il a sa propre famille aussi. Donc, ça va être difficile pour eux de s'en sortir, de penser aux enfants. Vous savez, ils ont des mécanismes de te frapper moralement parce que dès qu'on parle de la famille, là, vous savez, chez nous, la famille, bon, on dit que c'est sacré. Donc, il m'a dit ça, bon, il a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais partir. Là, je suis allé traverser la frontière vers Kédougou, prendre un bus pour Dakar. À Dakar, je suis resté chez un ami. J'ai dit à ma femme de m'envoyer mon passeport, de revendre les trucs qui sont au magasin là. Je lui avais indiqué là où il y avait l'argent. Elle a pris ça, m'a envoyé. On m'a négocié avec des hommes d'affaires à Dakar, m'ont arrangé pour un visa. Parce que, bon, je me suis dit de rester à Dakar, mais il fut un moment, il y avait quelqu'un qui était parti se réfugier à Dakar. Quand ils l'ont pris, ils l'ont ramené en Guinée. Donc je me suis dit que même ici, ça peut m'arriver. Quand ils savent que je suis à Dakar, par exemple, si je suis attrapé, quand on me prend, on me renverra au pays. Ce serait toujours la même chose. Donc j'ai arrangé avec un homme d'affaires. Je suis rentré à l'ambassade de France. J'ai eu le visa. Visa touriste. Visa touriste. C'était pour 1 mois. Ça, c'est en début janvier. J'ai quitté Dakar le 4 février pour arriver à Roissy, non, à Orly, le 5 février 2020. Février 2020, je suis arrivé ici. Bon, comme j'avais ma soeur qui est en Belgique, je suis allé la voir. Je suis revenu à Denfert-Rochereau. Il y avait une association là-bas. J'ai oublié le nom parce que j'appelais seulement Denfert-Rochereau. Ils m'ont accueilli, ils m'ont enregistré. Le lendemain, ils m'ont dit de venir. Ils nous ont envoyés à Cergy, à côté de la préfecture de Cergy. Il y avait un foyer là-bas, une salle de gym. Je suis resté là-bas 2 jours et après, ils m'ont transféré vers Orléans avec l'association Equalis, Rose des Vents.
J'étais hébergé à Rose-des-Vents pendant 1 mois et quelques, je crois. Mais ça coïncidait aussi avec la pandémie Covid. Donc, on était à F1, à l'hôtel F1, là, la chapelle Saint-Mémin. Là-bas, je suis resté pendant toute la durée de la pandémie. Après ça, on a trouvé un appartement à Fleury-les-Aubrais. Il y avait 3 chambres et dans chaque chambre, on était 2. Donc, on était 6 dans l'appartement. On était 3 Africains et 3 Afghans. Donc, c'est là-bas, on est resté jusqu'à ce que je sois convoqué à l'OFPRA pour un premier temps. Et je suis allé faire passer l'entretien. Ils ont rejeté. J'ai fait le recours à la CNDA. Là aussi, j'ai été débouté. Bon, ils avaient dit que je n'ai pas été précis sur certains propos. Je n'ai pas donné assez de précision. C'est ce qu'ils m'ont dit. Une grande frustration. On s'est dit, bon, tout ça pour ça. On te fait revivre des moments difficiles et on te dit qu'on ne te croit pas, alors que c'est un vécu, quelque chose que tu as vécu en chair et en âme, et dans l'âme même, je veux dire, qu'on te dit qu'on ne te croit pas. C'est une très grande frustration, mais bon, on se dit, c'est pas la fin de la vie. Sûrement cette fois-ci, ça n'a pas été la bonne fois. Sûrement le moment n'est pas encore arrivé. Donc quand je suis débouté, donc je dois céder l'appartement à Fleury, je dois sortir. C'était au mois de mars 2022. Je devrais sortir. Je suis sorti, je suis allé à Paris. Je suis resté là-bas à Paris en colocation. Bon, j'avais commencé à travailler, comme je disais, je n'aime pas rester dépendre de quelqu'un, que j'avais commencé à faire la livraison avec Uber, Deliveroo. Ça me permettait de gagner ma location, vivre et trouver de quoi envoyer aussi au pays, parce que après 2 ans, 3 ans, quel que soit le montant que tu as, si ça ne fait que sortir, ça finira par s'épuiser. C'est difficile, mais bon, vous savez, quand tu as des bouches à nourrir, tu dois vivre toi aussi. Il n'y a pas où s'asseoir, surtout ici, parce que personne ne te viendra en aide. Il n'y a personne pour t'assister. C'est la vie d'ici qui est comme ça. Chez nous, par exemple, tu peux espérer, tu n'as rien, mais tu auras toujours quelqu'un qui viendra te dire prends ça, prends ça, prends ça. Mais ici, non. Depuis que je suis là, le cadeau que j'ai eu, c'est, disons, mon assistante sociale, Anaïs, qui m'a fait un cadeau. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, parce que je suis là, j'ai des connaissances, je ne dirais pas des amis, des connaissances, mais jamais personne ne m'a donné 1 euro, 1 centime. Vous voyez, et depuis que je suis là, je me suis démerdé et à faire la livraison. Donc j'ai fait beaucoup de petits travaux pour m'en sortir, parce que je ne veux pas demander à quelqu'un. Après avoir été débouté, une demande d'asile est en principe considérée comme close, mais il existe une possibilité, le réexamen. En 2023, Ibrahim reçoit de nouveaux éléments concernant sa situation. Cela lui permet de déposer une nouvelle demande, non pas pour tout recommencer, mais pour demander aux autorités de réévaluer son dossier à la lumière de ces nouvelles informations. Le réexamen suit à nouveau le même circuit. D'abord l'OFPRA, puis, en cas de rejet, la Cour nationale du droit d'asile. J'avais des photos que je n'avais pas reçues, que j'ai retrouvées dans mes téléphones. Madame, les téléphones que j'avais là, elle a retrouvé certaines photos et certaines images. Et après aussi, et que je sois par là, on allait toujours à la maison
disons, les déranger. Ils ont même frappé mon enfant, Saliou. Ils l'ont cogné, je sais pas, avec une matraque. Son visage était enflé. Il a pris les photos. La maison, ils ont aussi saccagé ça. Ma femme aussi a été battue. Elle a pris tout ça, les photos, les traces, elle a envoyé. Vous savez, chez nous, les partisans du régime, ils veulent toujours avoir des points, marquer des points. Donc, ils ont profité d'une manifestation, ils sont allés une première fois frapper mon enfant et quelques temps après, ils sont repartis encore et battre ma femme. Donc, ils ont eu toutes ces images-là, j'ai récupéré, j'ai envoyé à l'OFPRA. Malgré tout, l'OFPRA me dit non, il n'y a pas de nouvelles preuves, donc les nouvelles preuves sont insuffisantes, ou bien que c'est quelque chose de déjà vu. Je leur ai dit non, ça c'est pas du déjà vu parce que ce qui est arrivé avec les images, tout est marqué, c'est arrivé en 2022, 2023. C'est en 2022, certaines images c'était en 2022, d'autres en 2023. Il y a même une dépêche d'un journal qui en avait parlé. J'ai plus la coupure dans le journal en question. J'ai dit, vous voyez, ça c'est pas moi qui ai écrit, c'est un journal qui a écrit ça. Donc voilà, donc il y a les dates qui sont marquées ici. Ça c'est en 2023 à l'OFPRA. Et j'ai engagé le recours avec un maître Alquier parce que pour faire passer ton dossier au niveau de l'OFPRA, il te faut un avocat. Ils m'ont donné des numéros d'avocats. J'ai dit non, maître Alquier, c'est lui qui m'a suivi une première fois. C'est avec lui aussi que je vais passer la deuxième fois parce que je sais, lors de mon entretien avec lui, il ne m'a pas fait de cadeau. Pas de cadeau parce que il te presse. Il te met une pression, mais une pression, je veux dire une pression saine parce qu'il te pose les questions qu'ils vont te poser. Il se met à leur place. Parce que si tu n'arrives pas à le convaincre lui, c'est que tu ne pourras pas passer. Si tu ne parviens pas à lui dire clairement ce qui s'est passé, comment il peut te défendre, c'est que tu ne pourras pas passer. Donc il te met en condition une pression, je veux dire la pression saine. Vous voyez, c'est pour ton bien. Il te met une pression, mais c'est pour ton bien. Parce qu'il m'a mis une pression, mais quand même, qui m'a permis d'être bien préparé et voir tous les angles d'attaque des autres pour pouvoir aussi argumenter. Parce que quelle que soit l'histoire que tu as, si tu n'as pas les arguments solides, tu n'exprimes pas les arguments, tu n'apportes pas les arguments solides avec les preuves, c'est difficile de te croire. Donc c'est dans ça qu'il m'a mis parce qu'il a vu que j'ai vraiment les preuves. J'ai envoyé un dossier, je vous dis, en tout cas d'une centaine de pages. Je veux dire, parce que les captures d'écran, les échanges que j'ai eus, les images, tout. J'ai tout pris et envoyé. C'est décembre, quelque chose comme bien. C'est le 11 janvier 2025 que j'ai eu une convocation pour un entretien aussi à la CNDA. Depuis 2023, c'était en cours. J'écris, on me dit d'attendre que c'est en instance, c'est en instance. Je suis là, j'ai pas de papier, mais heureusement, bon, je me débrouillais par-ci, par-là pour pouvoir, en tout cas, avoir mon gagne-pain. Donc, le 11 février 2025, je dois passer à la CNDA pour l'entretien. J'explique à maître, on s'appelle. Lui-même ne croyait pas, il dit, ah, mais on a fait ce qu'on a pu, mais bon, on croise les doigts. Il dit, ok, il dit, mais cette fois-ci, je vais la voir. Il dit, ok, pas de souci. On est allé, heureusement, on a trouvé, disons, la juge qui était là-bas, c'était deux. Le maître a expliqué un peu, ils m'ont posé certaines questions. La dame même me demande, mais pourquoi vous êtes là jusqu'à présent, avec tout ce que vous avez apporté ici? Il dit, mais c'est à vous de me dire le pourquoi, parce que moi, je ne sais pas. C'est tout ce qu'on m'a demandé, tout ce qui est possible d'être dit, je pense l'avoir dit. Maître aussi a pris la parole, il a bien défendu, il a dit, exprimé. La dame dit, mais
Je ne sais pas pourquoi vous êtes là jusqu'à présent, parce qu'elle a vu les documents que j'ai envoyés, les preuves, tout. Donc, quand on te donne, c'est une semaine après, tu dois avoir le résultat. Donc, ils devraient donner ça le 18. Après, ils ont repoussé au 22 février 2025. Ça, c'est sur leur site qu'ils mettent en ligne. J'ai consulté, j'ai vu, parce que c'est le nom de l'avocat qu'ils mettent et le nom de la salle d'audience qu'ils mettent. J'ai vu le nom de maître, la salle d'audience. Il dit, ah non, mais ça, c'est moi. J'ai appelé maître, je lui ai envoyé un message s'il a reçu, parce que quand ils mettent en ligne, ils envoient directement le courrier à l'avocat. Et pour être certain, j'ai écrit à maître, je lui ai demandé de m'envoyer s'il a reçu le courrier. Il m'a transféré, effectivement, j'ai vu la décision favorable. Il dit, ah, enfin, le jour J. De février, c'est en juin, j'ai reçu le récépissé. Depuis, j'écris rien, j'appelle rien. J'ai tout fait là aussi parce que j'ai la décision. Mais tant que je n'ai pas le récépissé, je ne peux rien faire. Je suis bloqué de tout. Donc, juin maintenant, j'ai reçu la convocation pour aller récupérer le récépissé. Quelque temps après, j'ai commencé mon assistante, mon ancienne assistante aussi. À travers elle, j'ai trouvé un emploi parce que elle, vraiment, on a gardé de bons termes. Elle croyait en moi, en mon histoire, vu tout ce qui s'est passé. Elle a vraiment été très gentille avec moi parce que même l'appartement que je viens d'avoir, c'est à travers elle. Elle m'a beaucoup assisté, vraiment. Je le suis très, très reconnaissant. Elle est vraiment formidable. Elle est formidable. Donc, c'est comme ça, quelques temps après, j'ai eu aussi la notification pour aller retirer la carte de séjour. Je suis allé retirer, mais quand j'ai pris la carte de séjour, comme j'ai dit, non, mais je garde tout ça, pour avoir cette carte. Je ne sais pas dans quel état j'étais, tellement que j'étais content. Je me suis dit que ma résilience, ma persévérance, mon courage, c'est ce qui m'a valu tout ça. Parce que beaucoup auraient lâché ou bien abandonné. Je me suis dit non. J'ai jamais eu à, disons, basculer, penser que parce que je n'ai pas le papier, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Heureusement, au moment où la CNDA me déboutait, j'avais la sécurité sociale valable 1 année. Donc, ça me permettait de me soigner. Bon, heureusement aussi, à part les yeux, je n'ai pas de problème de santé. Deuxièmement, j'ai eu à travailler toujours, parce que même, je n'ai pas de papier, mais j'ai eu à acheter un scooter pour faire la livraison, parce que ça ne demandait pas de permis pour conduire. Je traversais tout Paris tranquillement, comme les autres, comme un citoyen normal qui a tous ses papiers. Et l'assurance, je payais régulièrement, j'étais en colocation, je payais. Je ne me considérais pas comme quelqu'un qui n'a pas les papiers parce que je sais que ça aurait été un fardeau pour moi. C'est ce que même disent mes soeurs, que jamais ils m'ont appelé et que je leur ai dit ça ne va pas. Dès qu'on m'appelle, on dit comment ça va, je dis tout va très bien. Je suis en bonne santé, je travaille, je paie ma location, mon assurance, je trouve de quoi envoyer à ma famille et au pays. Mais de quoi vais-je me plaindre? Là, ce dont vous parliez tout à l'heure, la torture, notamment les violences que vous avez subies, et ça, qu'est-ce que vous en faites? Vous essayez d'oublier? Comment vous gérez ça? Ça, j'ai cherché à sortir ça de moi.
Parce qu'au début, quand même, c'était difficile. Quand j'étais à Dakar, par exemple, ça me rattrapait, je veux dire. Ça me, ça me torturait un peu la tête, voilà. Mais je me suis toujours concentré sur, en ce temps-là, parce que je savais que c'était difficile, je me suis concentré sur la lecture. La lecture, la prière, c'est ce qui m'a sauvé pendant cette époque-là, je veux dire. Parce que en ce temps, je pouvais finir un livre par jour. Un livre de 150-200 pages, et je finissais le livre. Donc aussi le Coran, je faisais... Bon, ça me permettait en tout cas d'évacuer, d'être concentré sur les choses pour ne pas penser à ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai eu à m'en sortir. Et toujours, j'ai pas voulu penser à ça. J'ai toujours cherché à enlever ça de ma tête. Je considère que c'est une épreuve. Il fallait passer par là pour être là où je suis. Et si c'est arrivé, c'est parce que ça devrait aussi arriver. Donc voilà, avec ça aussi, la chanson de Bob Marley que j'écoutais en boucle. Dès que ça commence à revenir seulement, je mets la chanson là, Three Little Birds, Everything Gonna Be Alright. Quand j'écoute la chanson là, non, je me sens apaisé. Voilà, donc pour ne pas retomber, quoi, parce que je sais que je suis seul là où je suis. Si toutefois je me laisse emporter par une dépression ou bien quoi que ce soit, je suis laissé pour compte, je suis seul. Il y a la famille qui compte sur moi. Je dois pas tomber dans la dépression, c'est pas possible. Donc je lisais. La lecture m'a permis de me revigorer, passer à autre chose, d'être plus fort. C'est pourquoi aussi, depuis que je suis arrivé, la carte de la bibliothèque à la médiathèque ici, je l'ai. Je vais les week-ends, comme ça je suis tranquille. Le livre, je prends un livre, je vais le lire entièrement. Aussi, comme je vous l'ai dit, dès que je commence à être un peu déprimé seulement, il y a ma chanson fétiche maintenant. Celle-là, elle me soulage, elle me réveille en moi, disons comme on dit, la positive attitude. Ça me revigore, quoi. Ça me donne la force, le courage de toujours avancer. Comme je n'avais pas encore d'adresse fixe, je ne pouvais pas tenter la réunification familiale. Maintenant que j'ai mon appartement, c'est possible, je vais essayer. Parce que ça fait déjà 5 ans que je suis loin d'eux. Je vais essayer ça. Voir, bon, si toutefois avec la petite économie que j'ai eu à faire, bien les invités, on va se retrouver dans un pays limitrophe de la Guinée, soit au Sénégal ou Sierra Leone. On va rester un peu, puis je vais revenir. D'ici que la procédure de réunification n'aboutisse. D'ici 2027, je suppose, je prie pour que nous soyons réunis. J'aimerais bien les revoir actuellement parce que 5 ans, c'est pas 5 minutes. La première, elle a 12 ans maintenant. Bon, presque 13 ans maintenant, parce que c'est en septembre, là, elle va avoir ses 13 ans. Il y a la deuxième, disons, le troisième qui a ses 8 ans. Quand je quittais là-bas, il avait 2 ans. Vous savez, comme on dit, à l'ère du numérique, tout se sait et tout se voit. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas, par exemple, ce qui se passe en Chine ou ce qui se passe au Danemark, en Norvège ou bien dans les autres pays. Maintenant, il suffit juste de se connecter, tu as tout. Toutes les informations sont à la portée de tout le monde. On ne peut plus berner les gens. Les gens se réveillent. Petit à petit, les gens se réveillent.
et comprennent l'enjeu. Nous, par exemple, en Guinée, tous nos voisins actuellement, ils sont en avance. Les gens qui quittent la Guinée pour aller au Sénégal, acheter des habits et revenir, revendre ça au pays. Ils voient ce qui se passe au Sénégal. Ils vont, par exemple, en Sierra Leone. De la frontière guinéenne à Freetown, la capitale, la route est bitumée et elle est étroite. Et c'est un pays qui est sorti de la guerre civile il n'y a pas longtemps. Et pourquoi pas nous, le petit trajet, quitter Conakry, aller à Forêt-Karia ou bien à Pamela, c'est la partie guinéenne qui est impraticable. Les gens se voient, mais vous voyez, les autres, ils préfèrent prendre l'argent, envoyer ça vers l'Europe, ou bien offrir à des petites filles de belles voitures, des vacances de luxe, alors que si toutefois les routes sont bien faites, ça permet au bas peuple de survivre et de vivre, de créer en tout cas des liens, des échanges entre eux. C'est bénéfique pour l'État parce qu'ils paieront toujours des taxes. Les taxes sont pour l'État. Ils pourront toujours s'enrichir d'ici que le vrai changement n'intervienne. Mais quand même, le bas peuple sera à l'aise. Mais les gens se réveillent parce qu'il y a beaucoup qui sont venus vers l'Occident. Ils ont vu ce qui s'y passe. Ils veulent transférer ça au pays. Parce qu'actuellement, il y a des usines, il y a des gens qui commencent à faire des usines au pays. Tout ça, c'est bien. C'est différent de ceux qui prennent les milliards, aller acheter un conteneur juste pour venir revendre. Quand tu investis, tu es ton propre patron, tu as ton usine, tu as des employés. Tout ça, c'est bénéfique pour le pays. Et ce qu'ils vont acheter ailleurs, c'est possible de produire ça chez nous. Le coton, on peut cultiver ça chez nous. On peut faire, disons, la filature, le tissage. Tout, on peut le faire chez nous. On n'a pas besoin d'aller en Chine ou bien en Inde pour acheter des tissus. C'est possible. On a levé les caoutchoucs, les pneus et autres là. On peut tout fabriquer chez nous. On a des terres qui sont vraiment très fertiles. Le problème aussi, il y a des gens qui quittent ici aller faire l'agriculture. Par exemple, dans la région côtière, en Basse-Côte. Ils font des plantations. Il y a des méchants, disons des jaloux qui viennent mettre le feu dans leurs plantations. Ça ne finit pas. Toi, tu viens ici. Vous voyez comment nous vivons ici. Les gens se carburent matin au soir pour avoir quelque chose. Ils y vont pour investir. Quelqu'un vient, des millions d'euros, bien des milliers d'euros, quelqu'un vient brûle ça en un soir. Ils perdent tout. Ça aussi, ce sont des trucs qui découragent les gens. Mais il n'y a pas, disons, de sécurité. S'il y avait la sécurité, personne ne peut venir mettre le feu sur une plantation sans que les gens s'en rendent compte, sans que le coupable ne soit arrêté. Mais bon, il y en a quand même des gens qui investissent et qui emploient des gens au pays. Ça commence à aller, ça ira. J'ai l'espoir qu'on va s'en sortir. Malgré, disons, tout ce qui est fait, tous les fonds qui sont dilapidés par-ci, par-là, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir quand on aura, disons, des patriotes. Parce que si vous voyez la France aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a eu des patriotes qui ont voulu faire de la France une France. Les États-Unis, la même chose. L'Allemagne, la même chose. Parce que pour qu'un pays fonctionne correctement, s'ils ont une directive, et la directive viendra d'en haut, quand on a une bonne directive, une bonne vision, un bon visionnaire, la voie est toute tracée pour le pays. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ce sont les autres qui viendront chercher chez nous. La Guinée, un petit pays qui n'a même pas 12 millions d'habitants. Avec toutes les richesses que nous avons, on aurait dû avoir, disons, un salaire universel, disons, je veux dire pour tous les citoyens guinéens, normalement. Maintenant, problème, on ne peut pas se soigner, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant.
Oui, par exemple, vous allez, nous, quand je vous disais, on avait une usine de production d'eau minérale, on ne pouvait pas se contenter seulement de l'électricité fournie par les DG. Il fallait un groupe électrogène. C'était une charge en plus. Donc tu payes l'électricité, tu payes le carburant pour faire fonctionner ton groupe électrogène. Alors que normalement, avec toutes les dépenses qui ont été engrangées pour l'électrification, toujours rien. Donc, vous voyez. Mais bon, j'ai l'espoir quand même. Je suis sûr que ça ira. J'aimerais qu'on se souvienne de moi, surtout pour mes enfants, que je suis un bon papa, un bon père de famille, un bon époux. Et après, que je me suis vraiment donné pour le pays. Parce que, je vais vous dire, depuis Lansana Conté, toutes les manifestations au pays, depuis les événements de janvier-février 2007 jusqu'en 2019, je me suis vraiment battu pour le changement et pour l'amélioration de la condition de vie des Guinéens. 28 septembre, il y a beaucoup qui se disent victimes ou bien 28 septembre dont on parle là, il y a des rescapés. Moi-même, je suis un rescapé du 28 septembre parce que j'y étais, à l'intérieur même. Si vous entendez qu'Usain Bolt est plus rapide, ça c'est derrière moi. Parce que ce jour-là, le parcours que j'ai effectué et de l'entrée du stade à la sortie, là où il y a le panneau d'affichage, même, je ne sais pas, F16 ou quoi, difficilement pourra atteindre cette vitesse-là pour m'en sortir. J'aimerais qu'on retienne que c'est un patriote qui est parti, quelqu'un qui s'est battu et qui se bat pour la Guinée et le bonheur des Guinéens. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Un grand merci à Ibrahim et à très vite pour un nouvel épisode.